Juste pour bien commencer, en fait, j'aimerais ça savoir, là, quand on dit anxiété, à quoi on fait référence? Au niveau de l'anxiété, il y a autant probablement de définitions qu'il y a de personnes qui en vivent. Souvent, on va avoir tendance à faire l'erreur de mélanger le stress et l'anxiété. Donc, le stress, c'est quelque chose qu'on vit tous, et l'anxiété également, là, c'est quelque chose qu'on vit tous. Mais ça ne veut pas dire que c'est un problème en soi. Hein. Le stress, par exemple, c'est une réaction qui est physiologique, qui est psychologique, qui est normale là, face à différents éléments qui peuvent changer dans notre environnement. Donc, on peut parler, par exemple, d'un examen, d'une présentation, même des choses un petit peu plus banales. Là, on marche dans la rue, puis il y a une voiture qui nous surprend. À ce moment-là, ça déclenche une réaction de stress, une réaction physiologique. Ça amène nos pensées à changer, ça amène notre corps à s'activer aussi. Donc, le stress est une réaction normale qui nous active. L'anxiété en fait, se présente la plupart du temps quand on commence à anticiper. Donc, l'anxiété a une touche un peu plus psychologique, si on veut, que le stress. Donc, on n'est pas juste dans la réaction face à une stimulation, on est dans la scénarisation, dans l'anticipation, dans la création finalement d'un scénario qui nous amène à générer une émotion. Cette émotion-là, souvent, c'est la perception que quelque chose de négatif va arriver. Donc, on commence à se préparer, puis le fait de se préparer, ça va être ça qui va souvent générer de l'anxiété. Donc, l'anxiété va avoir différents types de symptômes. On va penser, par exemple, aux symptômes plus cognitifs. Donc, une impression des fois de perte de contrôle des pensées. On a de la difficulté finalement à arrêter de penser à quelque chose. On va appeler ça des ruminations. On va avoir aussi tendance à l'anticipation, donc d'essayer de voir dans le futur, toujours planifier, 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 prévoir en fait qu'est-ce qui peut se passer. On va avoir une tendance aussi pour plusieurs à la scénarisation catastrophe. Ça, bon, pour les étudiants, il y en a beaucoup qui vont le vivre là, par rapport à des examens. Donc, même s'ils ont étudié 30-40 heures pour un examen, bien, avoir l'impression quand même qu'on va le couler. Là, on va faire le scénario va aller très loin. Là, je vais couler l'examen, je vais couler ma session. Après ça, je ne pourrais pas avoir accès à tel stage. Tout ça. Là, on est rendu très, très, très loin. Quand dans les faits, le réel, c'est pas ça. Donc, ça va amener ce type de symptômes-là. Puis ça va amener aussi des symptômes physiques. À court terme, les symptômes physiques de l'anxiété, on va souvent sentir une tension musculaire. Donc, il y a des douleurs, par exemple, aux épaules, des douleurs au cou, des douleurs, des maux de tête, des céphalées qu'on va appeler. On va vivre aussi d'autres types de symptômes à court terme, comme le rythme cardiaque qui augmente, la respiration qui est plus rapide. Mais on va aussi vivre des symptômes, si l'anxiété se chronicise, on va vivre des symptômes physiques à plus long terme. Donc là, on va avoir une diminution d'énergie, souvent une augmentation de la fatigue. On va avoir aussi des douleurs musculaires qui vont se répandre davantage. On va avoir aussi souvent un petit peu plus d'irritabilité, une perte de motivation, et on peut se rendre jusqu'à l'épuisement et la dépression quand l'anxiété se chronicise. Donc, en gros, si on regarde ce que c'est l'anxiété, c'est une réaction normale, mais qu'il faut être en mesure de bien gérer. Elle nous aide, le stress, l'anxiété peut nous aider à petite dose puis bien doser. Par contre, lorsque ça se chronicise et qu'on a de la difficulté à bien la gérer, à ce moment-là, c'est sûr que ça va amener des impacts qui sont négatifs. Puis, il y a plusieurs étudiants, malheureusement, qui le vivent, probablement encore plus là, depuis la pandémie et tout ce que ça a amené. Là. Une façon pour nous de réaliser qu'on fait ça pour comme que ça soit moins pire. Je ne sais pas comment expliquer, là, je ne sais pas si c'est clair. Ce que tu me demandes, c'est si on est capable de gérer les symptômes cognitifs. C'est un Ouais. peu ça, là, si on résumait la question. Oui, bien, je vais juste faire un petit aparté, effectivement, sur la situation actuelle, si tu me le permets. Là. Bon, moi, j'ai fait dans les derniers temps là, quand même plusieurs formations dans des écoles. J'allais rencontrer là, effectivement des enseignants sous forme un peu plus café rencontre pour aller chercher leur expérience puis justement discuter d'anxiété. C'est ce qu'on s'aperçoit autant chez les enseignants que chez les élèves. Il y a une anxiété qui est assez grande là, actuellement. On ne se le cachera pas qu'on est dans une situation où est-ce que les routines ont changé beaucoup. Hein. La plupart des enseignants, même vous en tant qu'étudiant, vous avez quand même une capacité de vous projeter dans le futur et savoir à peu près qu'est-ce que c'est. Vous l'avez fait en stage probablement quelques fois. Donc, on a une espèce de référent de c'est quoi enseigner, c'est quoi faire ce rôle-là. Par contre, là, on arrive dans un contexte où est-ce que ces référents-là, on les fout tout aux poubelles, puis on commence avec autre chose. Autre chose qui est peut-être un petit peu moins pratique, un petit peu moins instinctif pour la majorité des gens. C'est la même chose pour les enfants. Enfants et adolescents, veux pas. Bon, on ne se le cachera pas, c'est pas tous les enfants et les adolescents qui aiment aller à l'école, là, ça, c'est pas vrai, là. Mais vous le découvrirez bien une fois enseignant, là, mais
dans le fond, ce qui arrive, par contre, c'est que toute la routine scolaire, donc le fait de se lever pour aller à l'école pendant un certain nombre d'heures dans la journée avec des heures de récréation, des heures de dîner, un retour structuré, ça reste que même si ce n'est pas nécessairement apprécié sur le plan, c'est sur le plan de j'aime ça, là, si on veut, c'est appréciable sur le plan de la sécurisation. Donc, ça donne un cadre qui est sécurisant. Tu sais, l'humain, là, on ne se le cachera pas, on est des bébites fondamentalement économiques. Donc, ce qu'on va chercher, c'est toujours à faire ce qui économise le plus d'énergie cognitive et le plus d'énergie physique. Donc, on va chercher justement à créer des automatismes et à créer des routines. Ces routines-là, c'est ce qui nous amène finalement un sentiment de sécurisation. Donc, en perdant ça, les élèves, ne veulent pas, ont eu à s'adapter à des nouvelles routines qui ne sont pas nécessairement insécurisantes, mais juste le fait d'avoir à s'adapter génère une anxiété. Ça, c'est la même chose du côté des enseignants. On a perdu nos repères finalement, puis il a fallu créer d'autres repères rapidement. Puis, du côté des enseignants, le défi a été, je dirais, a été quand même très, très important, là, voire titanesque au courant de la dernière année, c'est-à-dire qu'ils ont eu à s'adapter pas juste une fois. C'est pas juste quelque chose qu'ils ont fait en septembre puis on change la façon de faire. Les directives ont changé 3, 4, 5 fois au courant de l'année. Le vendredi, on partait en pensant que le lundi, les profs allaient faire ce qu'il y avait à faire. Finalement, durant le vendredi après-midi, il y avait une nouvelle directive qui sortait. Le lundi, on commence autre chose. Fait que ça demande quand même une restructuration qui est continuelle. Puis si je reviens à ta question, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose que je dirais, puis probablement la plus importante, c'est de s'apercevoir quand on est en anticipation versus en planification. Cette chose-là est super importante à comprendre. Puis ça, pour être capable de le voir passer, il faut être capable de s'arrêter. Donc, le premier point, finalement, le prérequis à ça, c'est qu'il faut être capable de mettre des temps de pause dans notre journée. Il faut structurer notre temps de façon à ce qu'on ait des moments de métacognition, qu'on appelle. Peut-être que vous avez appris ça, là, le terme métacognition, qui est finalement Oui. le fait de se regarder aller. Ça, c'est quelque chose que nous-mêmes, en tant qu'adultes, puis les enseignants ont cette tâche-là à faire, finalement, c'est de se permettre, finalement, des moments de recul où est-ce qu'on va être capable d'être tellement conscient de ce qui est en train de se passer. Tu sais, dans la vie, on vit. Hein? On a tendance à faire les actions, puis on pense, puis on fait nos actions, puis on avance, on avance, on avance, on avance. Le rythme est rapide, le rythme est anxiogène, donc il faut être capable de réduire le rythme, gagner du temps, prendre le temps de regarder ce qu'on fait. Suite à ça, lorsqu'on développe cette métacognition-là, donc se poser des questions, à quoi je pense, pourquoi je le pense, il faut être capable de percevoir, est-ce que j'anticipe ou je planifie? La différence est super importante. La majorité du temps, on mélange les deux. On a l'impression de planifier, mais la réalité, c'est qu'on anticipe. Anticiper, c'est quoi? C'est j'essaie de prévoir une conséquence négative à quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Donc, dans le fond, ce que je fais quand j'anticipe, c'est je me vois, moi, vivre un malaise dans le futur. Donc, j'essaie d'éviter ce malaise-là. Quand je planifie, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai un objectif en tête. Moi, je veux arriver à tel résultat. Donc, je dois mettre cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là pour réussir à arriver à ce résultat. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes en termes de perspective. Pourquoi? Parce que quand j'anticipe, j'essaie d'éviter un malaise. Quand je planifie, j'essaie de réussir une tâche. Donc, si je faisais un peu une image, là, dans le fond, c'est comme anticiper, c'est avoir un mur plein de jeux d'art, qui a des petites craques, puis d'essayer de pogner le trou entre des jeux d'art, versus planifier, ce serait d'avoir un jeu d'art au milieu du mur et essayer de tirer dans le mille du jeu d'art. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est central. Quand je planifie, je garde le contrôle. Quand j'ai le contrôle, je me sens moins anxieux, parce que le contrôle est le contraire de l'anxiété. Donc, je dois apprendre à planifier mes tâches et non pas les anticiper. Planifier, c'est pas émotionnel. C'est structurel, si on veut. Donc, je dirais que si j'avais un truc à donner là, pour plus au niveau des symptômes cognitifs dans une tâche d'enseignant, ce serait probablement la première. Si, mettons, moi, je suis l'enseignante, clairement, est-ce que mon anxiété va avoir un impact? Clairement, en fait, c'est une question. Est-ce que mon anxiété va avoir un impact sur les élèves? Est-ce que les élèves le ressentent? C'est quoi la réaction qu'ils peuvent avoir au fait que nous, on soit anxieux? Oui, effectivement, ça se ressent. Puis c'est en fait très, très simple. Pourquoi? C'est qu'on a tous quelque chose qui s'appelle l'empathie. En tout cas, pour la majorité des gens, on a un certain niveau d'empathie ou de sympathie. Bon, c'est pas tout égal dans la société, mais majoritairement, on a ça. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que inconsciemment, on perçoit l'émotion de l'autre.
si, par exemple, là, on est dans une interaction, si toi, je vois que tu lèves un coin de la bouche, je ne commencerai pas à avoir une grande réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire, mais mon cerveau va percevoir que probablement que tu as un sourire, donc ce que j'ai dit te fait rire, fait que ça va renforcer finalement mon comportement pour continuer finalement à générer une émotion positive. Quand on vit de l'anxiété, à ce moment-là, on change. Hein, fondamentalement, on change notre fonctionnement. Par exemple, une personne qui va devenir plus anxieuse, bon, ça je l'ai vu souvent chez les enseignantes, ben, vont devenir un petit peu plus rapides dans le rythme, vont devenir un petit peu plus contrôlantes, un petit peu moins chaleureuses, plus irritables, un peu vraiment plus axées sur la tâche, moins sur la relation. Fait que là, l'élève va se sentir probablement un petit peu plus brusqué, un petit peu plus poussé. Fait que là, il va prendre conscience que ce qu'il est en train de faire là, c'est important ou c'est grave ou quelque chose comme ça. Donc, ça va générer finalement un sentiment d'urgence chez l'enfant. Puis, il faut prendre en considération aussi que l'anxiété, finalement, dans toutes les sphères d'une vie, c'est des vases communicants. Actuellement, on peut voir des différences finalement entre le type d'anxiété des élèves versus ceux des enseignants. C'est sûr que les enseignants, comme je le disais tout à l'heure, ils ont eu énormément d'adaptations à faire sur le plan professionnel. Euh, je vous dirais que certaines personnes, beaucoup d'enseignants, en fait, ont développé un certain sentiment d'incompétence aussi parce que c'est pas vrai que tout le monde partait de la même place avec les outils technologiques. C'est pas vrai que tout le monde partait de la même place aussi avec l'aisance de travailler à distance. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui se sont sentis brusqués là-dedans, qui ont eu de la difficulté à garder le rythme de cette évolution-là, puis que ça leur a occasionné finalement un sentiment d'incompétence qui les ont même amenés à se remettre en question professionnellement. Donc là, ça change l'humeur, ça change l'aspect de passion avec lequel on rentre en enseignement, puis en même temps, ça amène aussi chez plusieurs un espèce d'aspect d'épuisement. Donc, les élèves, de leur côté, il y a beaucoup d'anxiété liée à la performance qui a sorti de la situation. Donc, veux pas, il y avait déjà beaucoup d'élèves qui avaient des ambitions très élevées, qui avaient des attentes très, très élevées par rapport à eux-mêmes au niveau scolaire. Toute leur vie, ils ont travaillé d'une certaine façon, puis il y avait des indicateurs de performance qui étaient clairs pour eux. Il y avait des structures aussi pour performer qui étaient claires pour eux. Maintenant, on a tout enlevé ça. Puis là, il faut qu'ils restructurent leur système de performance, ce qui n'est pas simple, puis ce qui est très anxiogène pour eux. Puis il y a tout l'aspect aussi social, on le sait, là, chez les enfants, les adolescents, surtout les adolescents, l'aspect social, l'aspect identitaire est majeur et central dans la vie. C'est souvent ça, en fait, qui motive un pourcentage quand même élevé d'élèves à se présenter à l'école puis à avoir du plaisir. C'est le fait qu'ils voient leurs amis, c'est pas le fait d'aller en maths. Donc là, on a changé cette structure-là, on a créé une certaine anxiété par rapport à ça. Donc, c'est deux anxiétés qui sont complètement différentes. Mais même si la source n'est pas la même, par rapport à l'anxiété, surtout, c'est une émotion qui traverse les frontières et qui est assez contagieuse. Donc, on a juste à le voir, là, des fois, que ça prend juste une personne en panique dans une salle, tout le monde panique. Puis on ne sait même pas pourquoi, c'est juste qu'il y a une transmission finalement de cette émotion-là. Donc, quand, quand c'est un élève qui est anxieux, c'est une chose, ça va avoir une répercussion sur probablement son petit monde amical et les proches. Par contre, lorsque c'est l'enseignant qui est anxieux en avant, puis l'enseignant ne s'en aperçoit pas, puis qu'il l'agit beaucoup, à ce moment-là, ben là, il y a une contagion sur probablement l'ensemble de sa classe ou presque. Là, ça va venir pareil, ça va venir déclencher, en fait, chacune des anxiétés de tout le monde. Si une est plus anxieuse de performance ou un est plus anxieux de performance, à ce moment-là, ça va venir déclencher ça. L'autre, c'est un autre type d'anxiété, ça va venir le déclencher. Donc, chacun va le vivre un petit peu différemment, mais certainement que ça va devenir un trigger qu'on peut appeler pour l'anxiété de chacun. Fait que c'est super important en tant qu'enseignant, et qu'un futur enseignant, d'être capable de se percevoir. Ça va arriver que vous allez être anxieux, ça c'est sûr, on ne peut pas passer à côté, mais il faut être conscient de ce qu'on dégage, par exemple, quand on l'est. Parce que après ça, ce qui arrive, c'est qu'on a tendance un peu se déculpabiliser en reprojetant là, un peu le problème de l'anxiété chez l'enfant. Mais dans bien des situations, on fait partie de la construction du problème de l'anxiété chez l'enfant, puis ça, il faut en être conscient. Parce qu'une fois qu'on en est conscient, on commence à faire partie de la solution de l'anxiété chez l'enfant, au lieu du problème. Tu sais, dans beaucoup de situations, ce qu'on va voir, surtout en bureau privé, là, on va voir justement l'enfant qui est anxieux, le prof qui prend conscience que l'enfant est anxieux, après ça va référer vers des services pour un peu réparer l'enfant. Oui, c'est correct, on va travailler avec l'enfant ou l'adolescent sur son anxiété, mais en même temps,
le prof peut faire beaucoup plus partie de la solution qu'il pense la plupart du temps. C'est pas nécessairement en mettant en place des grandes interventions auprès de l'élève, mais c'est juste en contrôlant, elle, de la façon qu'elle projette, ou lui, de la façon qu'il projette son anxiété sur l'enfant. Fait que ça, c'est quand même un point très, très important, c'est central.